Alors, je suis juriste et au fil des années, je me suis dit qu'il fallait être aussi citoyen en étant juriste, et d'autant plus citoyen que le juriste, c'est celui qui a la maîtrise, c'est le scribe d'un langage qui porte les valeurs qu'une société se donne à elle-même. Et donc, cette position de scribe euh, me demandait d'être très à l'écoute de ce qui se faisait, de ce qui se disait, pour faire en sorte que le droit, dont je suis un grammairien en quelque sorte, ou un professeur de solfège, pour faire en sorte que le droit soit adapté à sa fonction, qui n'est pas de produire de l'argent, mais qui est de produire du lien social. C'est un travail un peu particulier. Et puis quand on se rend compte qu'un juriste, il est citoyen, il y a finalement deux sortes différentes de juristes et deux façons différentes de faire du droit. On peut faire du droit en regardant la loi et en demandant au monde de rentrer dans le cadre de la loi que nous, comme grammairiens ou comme professeurs de solfège, nous étudions. Et l'autre façon de faire du droit, c'est d'aller arpenter le monde avec nos codes et nos lois sous le bras pour aller voir si c'est ce qu'il faut, si ça correspond. Au fond, le choix, c'est faire entrer les faits dans le droit ou acclimater le droit aux faits. Et ça paraît très théorique comme ça, mais c'est en réalité très exigeant, parce que pour faire du droit en allant arpenter le monde, il faut avoir une raison de le faire, il faut avoir le moyen de le faire, et puis cela suppose d'accepter de travailler, ce qui n'est pas facile quand on est chercheur. Cela suppose de travailler avec la société civile, non pas pour la regarder vivre et en faire un sujet de recherche, mais pour faire de la recherche avec elle. Et ça me permet tout de suite de dire que pour moi, il n'y a pas d'autre voie possible que d'être là, aujourd'hui, pour sortir l'agriculture du salon où j'étais hier. Ce sont deux réalités qui s'expriment, que je dis être le salon des signaux forts pour le salon officiel et peut-être le salon des signaux faibles pour celui d'aujourd'hui, mais le salon des signaux faibles me paraît pouvoir être le salon de l'agriculture de demain. Alors quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai pris conscience de cette citoyenneté, de cette manière de faire du droit, je me suis demandé quel était le meilleur terrain pour commencer, pour pratiquer, passer de croyant à pratiquant. Et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était l'alimentation le meilleur moyen, parce que l'alimentation, c'est vital, c'est à la racine de tout. Et derrière l'alimentation, il y a ce qu'aujourd'hui on appelle la santé globale ou la santé inclusive. Et derrière ça, il y a cette idée très forte que je suis en bonne santé si mon environnement est en bonne santé. Je suis en bonne santé si, à l'autre bout du monde, les gens sont aussi en bonne santé. Et donc, il y a derrière cela l'idée que l'alimentation, c'est ce qui permet de façonner le monde dans lequel chacun va vivre. Et pour réaliser ça, je suis parti de l'image de la grotte de Lascaux. Et c'est une image qui me guide encore aujourd'hui. Parce que la grotte de Lascaux, c'est une merveille du monde, pour dire les choses assez simplement. C'est une merveille du monde, c'est une merveille de l'humanité, reconnue comme telle. Et cette merveille n'a été possible que parce qu'à un moment donné, des êtres qu'on dit préhistoriques ont trouvé important que certains d'entre eux peignent quelque chose sur les murs de la grotte, pendant que d'autres, sans doute, s'occupaient du reste, et notamment
de l'alimentation. Et j'ai mis ça en relation avec les textes d'une philosophe suisse qui s'appelle Jeanne Hersch, qui m'a beaucoup influencé. Et l'une des choses qu'elle a écrites, c'est que les droits de l'homme, ce sont des droits qui sont destinés à mettre les besoins vitaux de l'être humain à distance de lui, pour que dans cette distance, dans cet intervalle, puisse naître à la fois la liberté et la culture. Et donc, je me suis dit que s'il y a tant de personnes dans le monde qui ne peuvent pas mettre ces besoins vitaux à distance, on se prive de beaucoup de peintres de Lascaux. Et finalement, en travaillant sur l'alimentation, je pouvais peut-être contribuer avec le droit à créer cette distance dans laquelle d'autres et dans laquelle les gens eux-mêmes vont faire advenir la liberté de chacun et la culture de tous. Alors pour moi, la question du droit au regard de l'agriculture et de l'alimentation, ça a été une sorte de révolution intérieure, parce que je me suis rendu compte que le droit, contrairement à ce qu'on pense, il est autant du côté des causes des problèmes que du côté des solutions. Et le droit dont j'étais le professeur de solfège ou le grammairien, eh bien, je devais aussi l'identifier dans le diagnostic comme une cause des problèmes. Mais aussi, évidemment, comme un véhicule de solutions. Pas l'un sans l'autre, et pas l'autre sans l'un. Donc mon premier travail a été de chercher en quoi le droit était une cause des problèmes. Et quand on regarde à la fois avec un peu de recul, mais aussi de la profondeur, la question du rapport entre l'agriculture et l'alimentation, on se rend compte que ce rapport, au fil des années, sinon au fil des décennies, il s'est délité. Quand on va au salon de l'agriculture, au grand salon de la porte de Versailles, ce qui frappe, notamment dans le hall des régions, c'est que l'agriculture et l'alimentation sont mêlées. Il y a des producteurs, il y a des mangeurs, il y a des produits de terroir, et on a l'impression d'une symbiose entre l'agriculture et l'alimentation. C'est une fausse impression. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que depuis des décennies, on prend, il me semble, politiquement et juridiquement, le problème à l'envers. On raisonne de la fourche à la fourchette, alors qu'on devrait raisonner de la fourchette à la fourche. Partir du point de départ, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est pour nourrir les populations du monde. Et pour nourrir les populations du monde, il faut essayer de le faire sans heurter leur culture. Il faut les respecter parce que leur culture est un facteur de leur dignité. Mais aussi, il faut que tout le monde puisse manger. Et manger non seulement des choses saines, mais aussi des choses bonnes. Le droit de chacun à l'alimentation, c'est un droit qui n'est pas simplement un droit à des produits hygiéniques. C'est un droit aussi au plaisir. C'est un accès à tout ce qu'il y a de culturel, de profond, d'affectif aussi dans l'alimentation. Alors pour ça, il faut utiliser la nature. Et il faut utiliser la nature en faisant en sorte que la satisfaction des besoins d'aujourd'hui ne prive pas les générations futures de la possibilité de faire la même chose. Et donc, pour réaliser tout ça, de quelle agriculture on a besoin? Et en faisant ce que je viens de dire, on part de la nourriture, on passe par la culture, on passe ensuite par la nature, et c'est seulement ensuite qu'on arrive à l'agriculture. L'agriculture, c'est l'objectif, ce n'est pas le point de départ. Or, aujourd'hui, tout nous pousse à faire de l'agriculture un point de départ. Quand on pense aux États généraux de l'alimentation qui viennent de se terminer, moi, ce qui me frappe,
c'est que ce sont des états généraux de l'agriculture avant d'être de l'alimentation. Et pour dire le fond de ma pensée, je trouve que ce sont des états très peu généreux pour l'agriculture. Et cette manière de faire, qu'on appelle états généraux de l'alimentation, ne me paraît pas être sur le chemin du meilleur état général de l'alimentation. Donc, le droit, il faut le mettre au service d'un processus de réflexion, d'un processus politique qui va de la nourriture à la culture, à la nature et à l'agriculture. Et finalement, quand on pense, moi je suis chercheur, je suis un intellectuel en quelque sorte, et quand je pense à ce processus qui va de la nourriture à l'agriculture, je me dis que le droit, on en a besoin à l'échelle de la nourriture, on en a besoin à l'échelle de la culture, on en a d'ailleurs du droit culturel très fort, on en a besoin évidemment pour la protection de l'environnement à l'échelle de la nature, et aussi à l'étape de l'agriculture. Mais l'économie, peut-être qu'on gagnerait à lui demander de patienter un peu, plutôt que d'occuper le devant de la scène au départ de la réflexion. Et je pense qu'il y a, entre le droit et l'économie, il y a quelque chose qui se joue, que je présente ainsi en disant que quand on prend le problème de l'agriculture et de l'alimentation par l'économie, on nous demande à nous, population, d'accepter et de nous adapter. Si on prend le problème par le droit, et par le premier de ces droits qui est le droit de l'homme, le droit à l'alimentation, alors ce que le droit peut apporter, ce qu'on peut nous demander, c'est de choisir et de décider. Je pense que de plus en plus, l'économie nous demande d'accepter, le droit nous permet de choisir. Donc, le droit, il est du côté des causes. S'il y a 800 millions de personnes qui meurent de faim, si on a une alimentation à plusieurs vitesses, qui n'est pas d'une grande qualité nutritionnelle toujours, c'est parce que le droit le permet, ou parce que le droit regarde ailleurs, ou parce que le droit laisse faire. Et donc, il faut identifier ce qui, en droit, conduit à cette situation. Mais dans un deuxième temps, il faut permettre que par le droit, la société civile puisse choisir. Et quand je raisonne ainsi, j'arrive à deux piliers de toute ma doctrine, si je puis dire cela sans prétention. Le premier pilier, c'est que, puisqu'il s'agit de se nourrir de manière vitale, il ne faut pas traiter les produits qui permettent de se nourrir comme des marchandises ordinaires. C'est la raison d'être de ce qu'on dit être, de ce qu'on promeut, qu'est l'exception agricole qui est à l'origine de cet autre salon dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et puis, le deuxième pilier, c'est que s'il s'agit de choisir plutôt que d'accepter, eh bien, le meilleur moyen de permettre à chacun de choisir, ça s'appelle la démocratie. Et la démocratie est loin d'être une idée révolue. Au contraire, on peut lui donner corps dans ce que moi j'appelle un peu par commodité la démocratie alimentaire. D'une part parce que ça me permet de voter avec mon assiette, et d'autre part parce que ça me permet de participer à des mouvements citoyens qui sont des initiatives innovantes vers une nourriture de meilleure qualité, respectueuse de culture, de la nature, et à laquelle l'agriculture est utilisée. Donc voilà, le rapport un peu conflictuel du droit, un peu particulier du droit. Il faut avoir conscience de ça. Souvent les juristes, on ne les entend pas. On entend beaucoup d'experts, économistes, agronomes, sociologues, psychologues, anthropologues, nutritionnistes, beaucoup. Mais les juristes, non. Pourquoi? Parce que
la loi du juriste, elle est en compétition avec d'autres lois qui ont plus de visibilité. C'est le fait de l'actualité, c'est comme ça. Il y a les lois de la nature, il y a les lois de la science, il y a les lois de la morale ou de la religion, et il y a les lois de l'économie. Combien de fois par jour on nous dit qu'il faut accepter le résultat de l'ajustement de l'offre et de la demande, il faut accepter les progrès de la science, il faut accepter de respecter la morale, et la loi sociale, c'est pourtant la seule qui ait une origine proprement humaine, exclusivement humaine. C'est la seule dont on ait complètement la maîtrise. Et c'est celle que l'on néglige ou qu'on met au service des autres, les autres dont on n'a pas la maîtrise. Parce que la nature, elle a sa loi et sa force. La religion qui est à l'origine de la morale ou de l'éthique, elle n'est pas commune à tout le monde et elle n'a pas lieu de s'imposer à tout le monde. Et la loi de la science, elle est le résultat de travaux dont on pourrait avoir la maîtrise, mais dont on a fait le véhicule du progrès et sans vouloir paraître réactionnaire, il est très difficile de rejeter le progrès qui est produit par la science. Donc la seule loi en laquelle moi je crois, c'est celle dont j'ai la maîtrise. Elle est générale, elle est le produit de la volonté humaine, et il n'y a aucune raison pour que l'être humain ne puisse pas la modifier s'il en a besoin. De telle sorte que quand on nous dit à longueur de journée que le premier des problèmes, c'est le prix des produits agricoles, et qu'on n'y peut pas grand-chose, que même le projet de loi français sur les états généraux de l'agriculture n'y peut pas grand-chose, eh bien, je me dis qu'on passe à côté d'une vérité de bon sens, que les prix, ce n'est pas Dieu qui nous les impose, ni la nature, ni la science, et ce n'est pas l'économie qui doit être à l'origine du lien social, c'est la loi de la société, qui, elle, peut nous aider à choisir et nous aider à décider. Donc je crois beaucoup au droit, je crois beaucoup au renouveau du droit, à condition d'avoir identifié la manière dont on a utilisé le droit contre l'évolution qui aujourd'hui nous paraît souhaitable, tant pour l'agriculture que pour l'alimentation. Je crois que la santé, c'est un très bon exemple pour essayer d'approcher l'idée du juste en articulant la justesse et la justice. Et je voudrais pouvoir développer un tout petit peu cette idée au regard de la santé à partir d'un exemple concret. Il y a actuellement un mouvement qu'on sent de plus en plus fort pour que la restauration collective, en particulier la restauration scolaire, change ses pratiques pour pouvoir introduire des produits bio, des produits de qualité et même peut-être des produits locaux, des produits en circuit court. Et quand on arrive à réaliser cela, on peut à la fois avoir une politique de santé humaine, une politique de santé environnementale, une politique de santé sociale, une politique de santé économique, sans laisser aucun des aspects de la santé de côté. Parce que si on peut nourrir cette cantine, les enfants de la cantine, avec des produits bio, locaux, au juste prix, permettant aux producteurs d'en vivre, alors on va commencer à construire
avec les citoyens, avec les enfants, avec les familles, avec les producteurs. Quelque chose qui va contribuer à l'amélioration de la santé des personnes, à l'amélioration de la santé de l'environnement, au développement d'un tissu économique local qui est positif. Cette amélioration de l'environnement peut permettre aussi de faciliter la transformation de l'eau en eau potable, puisqu'il y a moins de molécules chimiques qui sont dans le sol. Et on peut, autour des enfants, développer une politique éducative et avec les familles, développer une politique sociale qui crée du lien. Derrière la santé, appliquée à l'échelle locale, il y a un fourmillement de liens sociaux. Et ce fourmillement de liens sociaux, il suppose de traiter ensemble ce qui est en réalité indissociable, parce que quand on raisonne sur cet exemple, on se rend compte que sans l'amélioration de la santé humaine, il n'y a pas d'amélioration de la santé de l'environnement, il n'y a pas d'amélioration de la santé économique, du tissu économique local, il n'y a pas d'amélioration de la santé sociale. C'est pas que, pour moi, il faille expliquer le lien, qui est un lien constitutif du concept de santé inclusive ou de santé globale, c'est que j'aurais du mal à démontrer l'inexistence de ce lien. Autant d'un point de vue théorique, il y a besoin de réfléchir à la façon dont on peut relier les éléments entre eux. Mais autant, quand on regarde la pratique, quand on regarde la cantine d'une école, on est immédiatement frappé par l'évidence de la santé globale. Alors le travail du chercheur, à partir de cela, c'est d'identifier les linéaments de ce constat de bon sens, de ce constat anthropologique en quelque sorte, et de se demander comment, de cet exemple local, on peut passer à une santé inclusive à l'échelle nationale, à l'échelle continentale et à l'échelle internationale. Alors, à partir de l'exemple local, et en utilisant l'induction, en essayant d'identifier les liens faibles qui permettent de structurer un lien social fort, eh bien, c'est en faisant cette analyse de terrain qu'on peut, d'échelle en échelle, d'étape en étape, construire une sorte de lien social avec des majuscules, même si à l'échelle locale, je lui donnerais volontiers des majuscules, jusqu'à l'échelle internationale. Alors cette santé inclusive, là, aujourd'hui, en sortant l'agriculture du salon, en sortant des discours sur le commerce international, sur la production agricole internationale, sur les rapports nord-sud, sur la circulation des marchandises, sur tous ces sujets qui sont essentiels. Et en repartant de la base des exemples concrets, là où il y a des signaux faibles, mais des signaux faibles très représentatifs d'une santé inclusive, il me semble que là, il y a des idées à prendre pour les chercheurs. Et il me semble que les politiques devraient davantage venir ici que dans l'autre salon où ils savent déjà ce qu'ils vont y trouver. Ici, ils peuvent y trouver un concept qui a beaucoup d'avenir, c'est celui de la santé inclusive. Il existe, ici on le pratique, et c'est pourquoi je suis si heureux de participer à ce salon.